Il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Mathieu Nicole. Il est secrétaire général de la CGT des Côtes-d'Armor. Il est en direct avec nous au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de beaucoup de choses ce matin. Il y a une actualité sociale importante. J'avais envie de commencer par l'éducation et la fermeture de 45 classes dans les Côtes-d'Armor et qui fait écho forcément à la fermeture actée pour le collège de Corlay. Est-ce que c'est une bataille perdue pour l'éducation ? Je dirais que c'est une continuité d'une politique que l'on subit déjà depuis pas mal de temps, sur la volonté, comme dans le secteur de la santé, de faire des économies dans le service public. Donc il y a déjà eu d'abord les 6 mois de Attal au ministère de l'Éducation qui a fait très mal en très peu de temps avec la loi Pacte. Et puis là-dessus, donc nous on subit effectivement les Côtes-d'Armor cette annonce de fermeture de 45 classes et la fermeture du collège de Corlay, des choses complètement illogiques au regard des conditions de travail et des besoins de la population sur le département. Donc c'est vrai qu'on reste assez subjugué, mais pour ce qui est des fermetures de classes, on est coutumier du fait, puisque c'est quand même, on a subi déjà plusieurs vagues les années passées de fermetures dans les établissements, notamment les écoles primaires. Donc vous serez peut-être averti, en tout cas qu'il y a eu des initiatives le week-end dernier, et puis encore hier soir, en tout cas sur le département, sur certains cantons, de parents qui se mobilisent, et puis d'élus évidemment, et de directeurs d'école qui se mobilisent pour faire entendre leur mécontentement et surtout l'incompréhension, puisque on prône le dédoublement des classes dans certaines zones prioritaires en France, et puis quand il s'agit d'avoir des taux d'encadrement corrects sur les Côtes-d'Armor, tout de suite on estime que ce sont des classes qui ne sont pas assez remplies, donc ce qui justifie la fermeture, ce qui justifie en fait en face des fermetures de postes, des suppressions de postes évidemment, et donc des économies faites sur le taux d'éducation nationale. Avec des zones, là on parle de centre-Bretagne, de Bretagne centrale pour Corlay en l'occurrence, des zones qui ont des difficultés par ailleurs à vivre et à faire venir de la population, des jeunes en particulier. Tout à fait. Alors la CGT, par l'intermédiaire du syndicat départemental de l'éducation nationale, s'est fendue d'un courrier qui a été adressé à M. Kouaï, rappelant le projet, la proposition qui leur a été faite plutôt que de fermer un collège, ou en tout cas 6 fermetures de collège, en tout cas de profiter de cette opportunité pour peut-être proposer un établissement qui proposerait à la fois une section lycée, une section collège, pour permettre aux familles justement du centre-Bretagne d'avoir accès à un service public de qualité pour ses enfants, et donc ça permettrait donc redynamiser le secteur, qui est quand même, c'est vrai, vous venez de le dire, c'est assez particulier. Bon, c'est la ruralité, c'est un choix de vivre, mais on a droit aussi d'avoir accès au service public comme tout à chacun, donc d'avoir accès à ce type d'établissement, et puis donc de redynamiser la population, attirer les familles, et puis en termes de financement, ça permettait aussi d'avoir un financement entre la région, les plusieurs départements qui sont limitrophes avec la zone de Corlay. Enfin, il y avait plusieurs avantages à cette situation, parce que la fermeture de Corlay, ça va pousser les familles du coup à aller sur Quintin, sur Guerre-les-Dents, sur Saint-Nicolas-du-Pélem, donc faire des kilomètres. Donc c'est en termes de circuit court, en tout cas de parcours, de distance à parcourir en voiture, c'est dans le contexte actuel, c'est un petit peu à revers de ce qu'on attend. Donc voilà, puis les fermetures de classes, c'est 45 classes, c'est énorme, donc ça va faire des classes surchargées. Pour des enseignants qui sont déjà dans les conditions de travail qui sont compliquées, un métier qui est mal reconnu en termes de charge de travail, donc il y a un véritable désamour de la profession, donc un problème de recrutement, et donc on continue d'enfoncer le clou. Je mets vraiment ça en parallèle avec la situation des établissements de santé, puisque la profession de soins, les professionnels de soins sont dans la même situation, donc en termes de conditions de travail, de problèmes de reconnaissance, ce qui fait qu'en parallèle, on détruit d'un côté comme de l'autre pour faire des économies en face, et puis à côté de ça, on voit bien ce que donne l'absence de partage des richesses en France, avec encore les chiffres de Michelin annoncés ce matin à 3,5 milliards de bénéfices. Alors, beaucoup de bénéfices. Alors, on va revenir sur la santé. Juste un mot sur les bénéfices. On voit Total, on voit Michelin en l'occurrence, qui font d'énormes bénéfices, qui annoncent aussi revaloriser, en tout cas, et qui annoncent verser un intéressement, on pourrait le dire comme ça, aux salariés. Est-ce que c'est une bonne idée, ou est-ce qu'il faudrait mieux justement revaloriser les salaires ? Alors depuis un an, la CGT, en tout cas, a relancé sa campagne salaire, puisqu'on a bien vu comme que les priorités en 2023 pour le monde du travail, c'était bien
de vivre dignement de son travail. Et donc, la campagne salaire a été démarrée il y a déjà plusieurs mois de ça. Donc, on a tout un matériel. On essaie de faire pousser ça un petit peu dans les entreprises. C'est vraiment une priorité. Et donc, évidemment, comment dirais-je, l'intéressement, tout ce qui est versement de primes, choses comme ça, on voit bien, là, on est en pleine zone de NAO en ce moment. Donc, là, on a des retours de syndicats qui obtiennent NAO négociation annuelle obligatoire, excusez-moi, dans les entreprises. Hein, voilà, donc, dans la fonction publique, on a des grilles salariales qui prévoient, c'est posé, c'est écrit, une augmentation, une revalorisation des salaires. Je veux dire, donc l'augmentation du nombre de points d'indice pour notre traitement indiciaire. Mais par contre, dans le privé, il n'existe pas ce type de grille, donc c'est à chaque année aux représentants du personnel de négocier avec l'employeur sur l'augmentation des salaires. Ça s'appelle les NAO. C'est souvent de la fin de l'année au début de l'année suivante, et donc on est en plein dedans. Et donc, pour l'instant, malgré les profits annoncés par les grands groupes financiers, les grands groupes et multinationales entre autres, mais pas que, on obtient des petites revalorisations très minimes, en deçà, en tout cas, du taux d'inflation. Et donc, ce sont même pas des augmentations de salaire, ce sont des primes, donc qui ne sont pas soumises à charge, à cotisation sociale, donc qui ne vont même pas dans le pot commun pour tout à chacun, et qui peuvent à tout moment être supprimées. Ce n'est pas inscrit dans le marbre une prime, donc à tout moment ça peut être enlevé. Donc c'est assez dramatique parce que c'est ce qu'on obtient depuis des années là dans les négociations, c'est que des primes, de l'intéressement, et donc ça va pas dans les caisses de la sécurité sociale, et ça n'a pas du tout un aspect pérenne. Et donc c'est dramatique pour la classe ouvrière notamment. Hein. Alors, je vous ai promis qu'on allait reparler de la santé, parce que la santé, c'est aussi le parent pauvre. Aujourd'hui, on voit le système de santé qui a de grandes difficultés, qui est en grande misère, on pourrait le dire comme ça. Est-ce qu'on va vers une crise grave de la santé en France ? On y est de mon point de vue, sans vouloir être trop pessimiste, on a déjà un pied dedans, parce qu'on assiste à une dégradation de la prise en charge, notamment dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, qui durent depuis des années et que l'on dénonce, nous, la CGT, depuis des années dans les établissements où on est implanté. Donc, des difficultés, un taux d'encadrement insuffisant du personnel de soins par rapport aux résidents. Quand on voit le prix qu'ils payent à la fin du mois, ce qui reste à charge aux familles, et quand on voit le service rendu par manque de moyens et manque de personnel, c'est honteux. Avec des petits salaires, souvent pour les personnels qui s'occupent des personnes âgées. Exactement. Pour ce qui est des établissements de soins sanitaires proprement parlés, donc on voit bien que on vient d'assister récemment donc à la fusion Saint-Brieuc-Tréguier-Paimpol, qui est maintenant une seule entité. Alors ça c'est pour l'hôpital en fait. Ça c'est pour l'hôpital, donc les EHPAD, l'hôpital. Donc l'hôpital c'est la même situation, donc une dégradation de la prise en charge des soins. Un manque d'attractivité du corps médical, c'est un fait. Hein. Ça c'est aussi une succession de politiques en termes de gestion de la sortie des facultés de médecine qu'on paye maintenant, mais de toute façon rien n'est fait pour arranger les choses. Et du coup, donc, des établissements qui sont endettés. C'est un petit peu comme le monde agricole. Il fallait maintenant, avec la T2A, enfin la tarification à l'acte, c'est de toute façon, depuis le début, on l'a dénoncé, il faut en faire plus pour que ça rapporte. Et on demande aux hôpitaux d'être maintenant d'être quelque chose, un établissement qui rapporte. Donc la logique d'entreprise dans les hôpitaux, ça marche pas, ce qui fait que tous les hôpitaux sont endettés. Donc l'hôpital de Saint-Brieuc, comme tous les hôpitaux du département, comme tous les hôpitaux en France, ce qui fait que des difficultés de recrutement, d'attractivité pour les médecins, pour les kinés, pour d'autres profession paramédicale, et donc une prise en charge qui est catastrophique pour la population. Est-ce que ça fait l'affaire, pardonnez-moi le terme, est-ce que ça fait l'affaire finalement de l'hôpital privé ? Alors, je sais. La question est peut-être un peu. Non, vous avez tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs aussi, je reviens à l'éducation, ça fait aussi l'affaire des écoles privées, la gestion, puisque les fermetures de classes ne concerne que les établissements publics. La fermeture du collège de Corlay, c'est un établissement public. Les familles ne vont pas avoir d'autre choix que se retourner vers les établissements privés. Voilà, la boucle est bouclée. Pour ce qui est de la santé, c'est exactement la même chose. Quand la clinique de Plérin a été montée, on savait que ça allait avoir un impact négatif sur les établissements publics, notamment Guingamp, et on voit ce que ça donne maintenant. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on nous tanne sur la menace de fermeture de la maternité de Guingamp, la menace de la fermeture du bloc opératoire. Il y a eu un transfert de professionnels de santé vers la clinique via des propositions de salaire indécentes avec des coefficients par 2, 3 ou 4 du corps médical.
dans les secteurs de radiologie, de choses comme ça. Donc voilà, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Et puis, enfin, moi, je trouve ça scandaleux parce que le secteur privé n'a pas vocation à répondre aux besoins de la population à 24 heures sur 24, à s'adapter, à assurer l'égalité d'accès pour tous. C'est le rôle du service public. Mmh. On a le service public aussi du rail, la SNCF, qui va se mettre en grève. En tout cas, les syndicats ont appelé à une grève à la SNCF prévue pour la semaine prochaine. Là aussi, on a une grande misère sur le rail français. Alors là, c'est aussi le démantèlement du service public, hein, comme on l'a connu pour la Poste, comme on l'a connu pour Pôle emploi, pour les ACDIC et voilà, donc, et comme on l'a connu aussi donc on est en train de le vivre avec EDF, on l'a connu avec France Télécom aussi, tout ce démantèlement du service public vers le privé, de toute façon, on tourne une page, c'est le monde du lucratif. Donc, on tourne une page du service public, on passe au tout privé. Je dirais que c'est 40 ans de politique néolibérale, enfin libérale pour le capitalisme. Vous remontez aux années 80 avec l'arrivée de Thatcher et Reagan, c'est tout. Voilà, il y a eu 2-3 ans de résistance du gouvernement français à l'époque qui a dit non, nous tiendra bon, on sauvera nos services publics. Et puis sous la pression des autres pays limitrophes qui eux sont allés à fond dans le libéralisme du marché, voilà, la France a fini par y aller aussi. Et en fait donc, ce sont bien 40 ans de politique de destruction du service public au profit du monde lucratif, la mise en concurrence, soi-disant l'amélioration des tarifs, un accès plus facile au niveau prix pour l'usager, ce qui n'est, du coup on voit bien, c'est pas du tout vrai. On se fait vraiment tourner la laine sur le dos, donc on se trompe vraiment grandement et la CGT porte ces idées-là et essaie de les combattre aux côtés du camp progressiste qui veut remettre un petit peu plus de planification, de contrôle de l'État dans toute cette gestion de l'accès aux services. Service public qui est aussi au niveau européen. On voit que l'Europe abandonne un peu ses services publics sans faire d'anti-européanisme primaire, mais on voit que l'Europe aujourd'hui a tendance quand même à aller plutôt vers une économie libérale. Est-ce que c'est une mauvaise voie ? C'est le point noir de l'Europe en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en est là, c'est qu'en fait finalement la France est dans l'Europe. On a signé un pacte, et dans ce pacte, il y avait des choses qui nous étaient contraintes, comme la concurrence libre et non faussée. Or, la France était le pays qui avait le plus de services publics, et donc on nous a bien fait comprendre que voilà, comme ça n'existe pas dans les autres pays européens, le prix de l'électricité à bas coût, le transport en commun par le train, pareil à bas coût, enfin les services de l'eau, toutes ces choses-là, les hôpitaux, la sécurité sociale. Toutes ces choses-là ont été considérées comme étant, on va dire, presque une concurrence faussée vis-à-vis des autres pays. Donc on nous a demandé, de toute façon, on nous demande depuis des décennies de mettre à mal le service public parce que pour se mettre au même niveau que les autres pays européens. Et nous, ce qu'on demande, c'est à renégocier, enfin ce que certains partis politiques ont demandé depuis longtemps, à renégocier ces accords européens pour qu'on puisse sortir de ça et pouvoir mener la politique que l'on souhaite, quoi. Et parce qu'on voit bien que la France fait quand même des jaloux. Alors, on a aussi une politique sociale. Aujourd'hui, vous l'abordiez tout à l'heure, Mathieu Nicole, politique sociale très dégradée. Et on voit aussi des changements dans cette politique sociale, avec par exemple la modification de l'assurance chômage, la suppression de l'ASS, qui correspond à un moment peut-être très mal choisi, au moment où on a une grande inflation, une grande précarité en France. Est-ce que ça peut être là aussi le germe d'une explosion sociale ? On en parle souvent. L'explosion sociale, on la guette depuis quelques temps, mais c'est vrai que ces politiques à coup de massue sur les chômeurs, là, on a subi une deuxième réforme encore très 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 violente pour le monde du chômage. On voit bien que ça marche pas. Les chiffres de fin 2023, on nous annonce encore une augmentation du nombre de chômeurs. C'est que en fait ces politiques-là ne marchent pas. Les gouvernements ne comprennent pas que c'est pas en stigmatisant une partie de la population, en les traitant de feignants. On est oisif, on est à la maison. Enfin, faut pas s'imaginer qu'on est content de pas avoir de boulot. Le travail, c'est du lien social. On se sent utile dans la société. C'est pas du plaisir. Et puis de dire la rengaine que voilà, on gagne plus d'argent en restant à la maison qu'en allant travailler. Ça, c'est un mythe également. Faites-le. Que chacun
que chacun fasse expérience et vous verrez qu'au bout de quelques mois ou quelques années, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc ce gouvernement a choisi de cible. En fait, c'est une façon de se tromper de cible, en fait. Et en fait, il nous oriente le regard vers une partie de la population en nous disant ça va être la solution, on va les forcer à travailler. Et puis pendant ce temps-là, donc ils font passer d'autres projets. Il y a eu la loi immigration, voilà, on manque de main-d'œuvre dans ce pays, on a des gens qui sont au chômage, et puis on interdit aux travailleurs étrangers de venir travailler en France, alors qu'on a des secteurs qui sont vraiment désertés en France. Alors justement, la loi immigration, vous l'avez combattue à la CGT, vous la combattez toujours du reste. Cette loi immigration, on a vu aussi que le patronat, finalement, la combat à sa façon, puisque ça arrange également le MEDEF, par exemple, pour ne citer que les travailleurs étrangers puissent venir. On pense à la restauration, qui a du mal à trouver de la main-d'œuvre, ou le BTP. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de complètement, enfin en tout cas mal pensé, cette loi immigration? Est-ce qu'il aurait fallu une loi immigration mais différente, ou pas de loi immigration du tout? Alors, il y a eu, je crois que c'est 29 lois immigration durant ces 35 ou 35 dernières années. On en a une par an à peu près. Voilà, oui. donc nous on a estimé que qu'elle était complètement inutile. Il y avait déjà ce qu'il fallait en termes de cadre en France concernant cela. Ça stigmatise aussi, encore une fois, peut-être 400 000 personnes en France, qui est vraiment une goutte d'eau dans un océan. Et puis en effet, on a des métiers en tension en France. Alors attention à cette notion, parce que certains s'en servent de façon peut-être plus nocive que d'autres, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont vraiment, comme la construction en effet, où il y a des métiers en tension, un problème de recrutement, des métiers en crise, aussi parce que les conditions de travail sont difficiles et parce que les salaires sont trop bas. Et puis du coup, les Français ils veulent pas aller là-dedans, parce qu'on a quand même aussi, nous on est en France, on a envie d'avoir une certaine reconnaissance du travail accompli, des choses comme ça, donc on n'a pas forcément envie de prendre n'importe quoi comme boulot. Et c'est vrai que du coup le patronat évidemment, oui, a dit attendez, parce que là, la voie immigration, on n'arrive pas à recruter sur notre territoire, il faut laisser la main d'œuvre, on va dire, bon marché et corvéable, venir chez nous pour travailler. Oui, ça a été une porte d'entrée du MEDEF notamment, sur ce sujet. Ouais. Alors de façon plus politique, alors une question un peu provocante, on voit le RN qui dit finalement il y a trop d'immigrés en France, pas seulement, il y a également Reconquête aussi, ils viennent en quelque sorte piquer notre travail. J'imagine que ça vous fait réagir. Bon, c'est des raccourcis. En fait, le problème, c'est que le RN, il s'adresse à des gens qui sont au bout du rouleau et qui sont prêts à croire tout et n'importe quoi, mais il suffit de regarder vraiment les chiffres qui sortent des études sur le sujet. Enfin, voilà, il n'y en a pas une qui confortera la thèse du Rassemblement national. La France est une terre d'accueil. Elle est le résultat même de mouvements de population qu'on n'arrivera jamais de toute façon à enfreindre, parce que la planète entière est faite de pays qui se sont constitués sur des mouvements de population. C'est pas demain la veille qu'on va interdire les populations de bouger. Donc c'est se leurrer. Et puis encore une fois, ça concerne encore une minorité de la population. De faire le raccourci sur l'exploitation, enfin l'attraction de la France vis-à-vis des aides qui leur en sont apportées quand ils arrivent, enfin voilà, ce qu'ils leur est donné à eux, ce sera pas à vous, ça tombera pas dans votre poche. Enfin, je suis désolé, on pense à l'AME qui a été très, très controversée. Et à côté de ça, quand on voit l'augmentation du nombre de milliardaires en France, l'augmentation des ventes de produits de luxe en France, l'annonce des bénéfices des entreprises du CAC 40, et quand on voit l'absence d'augmentation de salaire, et qu'on ne dise pas que c'est à cause, enfin c'est pas les immigrés qui sont responsables de ça, faut arrêter. Donc c'est vraiment nous leurrer. Donc moi je sais que certaines personnes, sont peut-être par fainéantise, par paresse ou aussi par désespoir, sont prêts à croire ce que le RN raconte, mais c'est que des bêtises, quoi. Alors on a des élections qui arrivent, élections européennes très prochainement, dans 4 mois. Après, d'ici 3 ans, on a encore un peu le temps. L'élection présidentielle, on voit cette montée justement de l'extrême droite. Est-ce que ça vous inquiète, vous, les syndicats? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Alors nous, ça nous inquiète vraiment, et c'est pas d'aujourd'hui. Donc on avait, pendant la réforme des retraites, on avait rencontré tous les députés qui soutenaient le projet. On leur avait dit que si le projet des réformes des retraites passait alors que la majorité de la population était contre, ça aurait un impact notamment sur la montée du Rassemblement national, et puis ça n'a pas raté. Donc là, on leur avait dit, vous leur donnez le siège pour dans 3 ans, c'est bon, quoi. C'est quasiment assuré. Donc à nous maintenant de travailler sur le terrain pour essayer de déconstruire un petit peu les théories du Rassemblement national et de Reconquête, mais c'est la politique actuelle qui entretient cette espèce de terreau
qui fait que les gens, en fait, on a essayé à gauche, c'était une catastrophe avec Hollande. On a des gouvernements de droite qui font n'importe quoi depuis des années. On n'a jamais essayé l'extrême droite, donc allons-y gaiement. Donc, on n'a jamais essayé. Il y a des gens qui vont pas plus loin que ce qui est annoncé sur les plateaux télé, ou Bardella qui se pointe en botte dans une ferme, des choses comme ça, mais ils vont pas gratter plus loin sur les écrits, sur l'histoire du parti politique, sur les idées qu'il porte vraiment fondamentalement. Et ça, c'est grave. Donc c'est à nous aussi de diffuser, de promouvoir des gens et d'études, de la formation et puis de l'information sur ce que c'est réellement le Rassemblement national. Moi, j'invite les gens à se renseigner sur les votes qui ont été faits au Parlement depuis qu'ils sont au Parlement. Tout ce qui est mesures sociales, de partage des richesses, d'aide aux étudiants, d'augmentation des salaires en France, ils ont voté contre toutes ces mesures. Par contre, ils ont voté pour toutes les mesures qui sont pro-patronales. C'est un parti politique pour le capitalisme, pour le patronat, rien d'autre. Alors, on a ce gouvernement qui, selon beaucoup d'observateurs, n'est pas à l'écoute des Français. Il y a une forme de mépris, peut-être. Est-ce que c'est ça, justement, le terreau de la montée de cette extrême droite ? Oui, c'est un peu le reflet de ce que je viens de dire. C'est vrai que les pays limitrophes à la France étaient vraiment surpris de voir ce qui se passait, par exemple en 2023, où on était pendant 6 mois dans la rue à s'opposer à un projet de réforme, et les gouvernements et les organisations syndicales européennes étaient surpris de voir qu'on n'était pas invité à retourner autour de la table pour voir un petit peu, faire le point. Ok, si c'est vraiment si mauvais que ça, on va peut-être réfléchir à une autre réforme des retraites, une réforme comme celle que nous demandions, par exemple. On avait des tas de propositions, elles ont toutes été retoquées. Donc qu'on ne dise pas que la CGT c'est toujours dans l'opposition, on est contestataire, mais on est force de proposition également. Bon, il n'y a pas eu moyen de négocier là-dessus. C'est assez surprenant de voir à quel point, et de toute façon c'était déjà la façon de voir de Macron sous Hollande avec en 2015 la loi travail. Qui qui a mis énormément de monde dans la rue pendant des mois. Et voilà, en France c'est ça, on attend que ça pète. Comme pour le monde agricole, c'est pareil. On attend, en fait, en France, on attend que ça pète. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de concertation avec les représentants, les corps intermédiaires, comme ils aiment bien les appeler. C'est tout de go, la tête dans le guidon, et on n'écoute rien. De toute façon, on a forcément tort, et ils ont forcément raison. Et à chaque fois, ça se termine avec des conflits sociaux, des blocages, des manifestations, des barrages, de la répression syndicale. Alors justement, on va y venir, Mathieu Nicole, puisque Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a interpellé Emmanuel Macron à ce sujet de la répression anti-syndicale. Elle existe réellement, cette répression-là, et à quel niveau ? Bien sûr. Alors, depuis que je suis à la CGT, je suis souvent au courant de petites choses comme ça qui se passent dans les entreprises, notamment avec on va désigner quelqu'un délégué syndical, il va se faire alpaguer par l'employeur. Ça, c'est la discrimination syndicale plutôt locale, mais la répression qu'on a connue en 2023, elle est notable parce que ça représente, on a été quelques mille militants à la CGT et autres organisations syndicales à être convoqués au tribunal pour dénonciation de faits pendant des manifestations, de l'action collective qui est du coup judiciarisée et individualisée. C'est plus une organisation ou une intersyndicale qui est responsable, c'est bien un homme ou une femme qui est responsable de méfaits. Et nous avons aussi, alors Sophie, c'est vrai qu'elle a largement et à plusieurs reprises interpellé le gouvernement sur cette situation, parce qu'on a eu des secrétaires généraux de fédérations, une grande première, qui ont été quand même convoqués au tribunal. Le but, c'est de faire peur, c'est d'intimider. Oui, c'est d'intimider, c'est de tuer le mouvement syndical, en fait. Et donc nous, localement, à Zurich d'Armand, on s'est fendu aussi d'un communiqué de presse à l'adresse de la préfecture, concernant, on va dire, le deux poids deux mesures entre ce qui s'est passé, notamment avec les camarades de l'UL de Guingamp, qui ont été condamnés à 3 mois, avec 150 euros d'amende, avec 3 ans de sursis, pardon. Et 150 euros d'amende pour 3 camarades pour des jets de poubelle au pied des CRS, sur un parcours militant qui plaisait pas à la préfecture. Et puis, à côté de ça, on a vu aussi quand même le mouvement agricole, avec les saccages qui ont été faits sur Guingamp même aussi, avec le rond-point de Carnilian, les places publiques de Guingamp, avec plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts. Et là, les gendarmes, les mains dans les poches. Donc on a interpellé vraiment la préfecture. L'UL de Guingamp elle-même a interpellé le sous-préfet et a demandé une rencontre à ce sujet qu'il a décliné d'ailleurs, pour connaître un petit peu. Alors si c'est une nouvelle doctrine, puisque visiblement Darmanin a quand même pris la parole pour dire que on n'avait pas rajouté de la misère à la misère, une nouvelle doctrine pour gérer les manifestations, tant mieux.
Mais ça veut dire que les prochains mouvements organisés par les organisations syndicales, en intersyndicales sur des grosses problématiques nationales, il faudra s'attendre à avoir la même attitude. S'il y a un revirement de situation, moi je veux bien l'entendre. Hein. Dans ces cas-là, qu'on ne nous balance pas des fumigènes et puis qu'on ne nous envoie pas les CRS systématiquement lors des prochains mouvements sociaux. Les jeunes se syndicalisent, on le dit aujourd'hui, il y a un petit regain, il n'est peut-être pas aussi important que ça, mais il y a un petit regain. Est-ce qu'ils prennent conscience qu'ils ont besoin d'être protégés, cette jeune génération de travailleurs qui n'a pas du tout les mêmes vues que la génération précédente? Alors, il y a une conscientisation, je pense, du monde du travail. Et puis, bon, il y a eu aussi, il ne faut pas nier, le mouvement des retraites a aussi montré que même si on n'était pas forcément efficace, puisqu'on va dire que le mouvement nous a échappé, enfin, on n'a pas réussi à retirer ce projet de réforme, en tout cas, on était utile. On a montré qu'on était utile dans l'organisation du monde du travail. On n'est pas là pour faire à la place d'eux, on est là pour aider les gens à s'organiser et voilà, donc à s'organiser dans les entreprises, à se structurer. Et c'est vrai qu'on a eu tendance à dire à une époque, la nouvelle génération, tout leur tombe tout cuit dans le bec, puis c'est la génération connexion, internet, smartphone, machin, ils sont complètement désintéressés de la vie politique et de la vie sociale, ce qui n'est pas vrai. En fait, il y a une génération là qui s'engage vraiment énormément dans tout ce qui est cause sociale, cause environnementale aussi, et donc des jeunes qui sont vraiment investis, qui se sentent concernés, qui savent qu'on est vraiment en danger, et donc qui sont OK pour militer et qui sont OK pour s'investir. Et donc c'est une bonne chose. Même s'ils viennent pas chez nous, ils peuvent aller ailleurs, ça, peu importe, mais c'est une génération en fait qui a vraiment envie que ça change et qui se rend compte que ce qui se passe n'est pas normal. Un dernier mot, Mathieu Nicole. On voit souvent lors des grands conflits sociaux la base, comme on l'appelle, c'est-à-dire voilà, le militant lambda, si vous me permettez le terme, il n'est pas très joli, mais on peut le qualifier comme ça, qui souvent échappe parfois, alors que ce soit la CGT ou que ce soit d'autres syndicats. Est-ce que des fois vous craignez que voilà, la base vous déborde ? C'est pas une crainte, parce qu'après tout, c'est peut-être justifié aussi. Enfin, on n'est pas là pour contrôler les masses. Hein. Je le redis encore, la CGT, c'est une organisation syndicale qui représente les salariés qui veulent bien adhérer. Mais on n'est pas le porte-parole de tout le monde du travail. Il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans les organisations syndicales ou qui estiment qu'on ne sert à rien. Voilà, bon, c'est à juste titre, mais par contre, on n'est pas non plus là pour les contrôler. C'est s'ils ont envie de foutre le bordel, j'ai envie de dire qu'ils le fassent. Après tout, c'est pas nous les responsables, c'est bien le gouvernement, c'est bien les représentants de l'État au niveau local qui font que voilà, les choses dérapent. Si elles dérapent, c'est parce que ils se sentent pas entendus. Nous, on a un cadre, mais tout ce qui peut se passer hors du cadre de ce qu'on organise, ce n'est pas de responsabilité. Et ça nous fait craindre pour leur sécurité, bien sûr, parce qu'après, il faut voir comment ça se comporte en face. Hein. Si les autorités deviennent violentes avec ce type de population, c'est à craindre. Mais par contre, voilà, si on en est arrivé là, s'il y a de tels mouvements qui se mettent en place, c'est l'unique responsable, c'est bien le gouvernement, c'est bien Macron. Voilà, donc moi j'y vois pas, ça m'inquiète pas plus que ça, non. Un tout dernier mot, en 30 secondes, ça va être très rapide. Le prochain grand combat de la CGT en règle générale, ou même ici dans les Côtes-d'Armor? Ça va être les salaires, la captation de l'intérêt. Enfin, je veux dire, on est entre deux métropoles, donc ça va être d'essayer de survivre entre ces deux métropoles, toujours et encore et toujours, d'avoir des moyens pour, je sais pas, développer peut-être la mobilité, les mobilités douces, arrêter de tout voiture et de tout camion, parce que là, c'est insupportable. Peut-être de réfléchir aussi à... Là, il y avait la crise agricole, enfin, on a vu quand même la problématique de l'environnement. Là, l'opposition entre le capitalisme et enfin, le social et l'environnemental, c'était pas une solution. Donc, dans les Côtes-d'Armor, on est quand même une terre rurale avec un monde agricole assez développé. Et puis, on a quand même des difficultés en termes environnementales avec les algues vertes et toutes ces choses-là. Donc, il y a des sujets qui sont intéressants. Et puis, on a besoin de se développer dans des secteurs qui ne sont pas encore assez développés sur Saint-Brieuc et sur les Côtes-d'Armor. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Mathieu Nicole, secrétaire général de la CGT des Côtes-d'Armor, qui était en direct avec nous ce matin. Je l'en remercie. Très belle journée. Merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.